Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de la vraie vie d'avocat. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous proposons de la formation business pour les avocats, que ce soit pour les avocats collaborateurs et les avocats individuels dans la formation Boost et pour les avocats associés de cabinets d'affaires dans la formation Business Partner. Nous réalisons également du coaching et surtout des missions de conseil en stratégie pour permettre aux cabinets d'avocats d'affaires d'atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maître Guillaume Fornier. Guillaume est avocat depuis 2009 et c'est ce que je pourrais qualifier, même s'il n'est pas cette expression, de bébé Jeantais. Il commence sa carrière en 2009 chez Jeantais, où il fera quelques années avant de rejoindre le cabinet Pelletier-Juvigny-Marpeau, qu'il s'appelait encore, il me semble, Pelletier-Juvigny, puis fera un bref passage chez Evershed avant de rejoindre le cabinet qu'il avait formé, le cabinet Jeantais deuxième formule. Guillaume est aujourd'hui counsel chez Jeantais et a décidé de reprendre sa carrière dans ce cabinet d'avocat et il vous explique pourquoi lors de cet épisode. Cet épisode est extrêmement intéressant puisqu'il est très rare qu'on puisse interviewer des counsels et on va connaître ses réalités puisqu'il va nous les présenter. Je vous souhaite une excellente écoute et n'oubliez surtout pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Guillaume Fornier, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocat dans lequel vous travaillez et vous êtes counsel, dans le cabinet Jeantais, situé 11 rue Galilée à Paris. Bonjour Maître Guillaume Fornier. Bonjour Valentin. Merci beaucoup de me donner la possibilité de répondre à vos questions en tout cas. Merci de m'accorder du temps parce que je sais que, comme dans tous les cabinets d'avocats, l'heure se facture cher et donc je suis ravi que vous la passiez avec moi sans me facturer. Alors, vous avez un parcours que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que vous êtes comme moi, vous venez de région, vous avez fait votre licence à Grenoble, une double licence, une licence en droit plus une licence en langue. Vous êtes ensuite parti en Master 1 à Berlin, où vous avez passé votre master, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais on va donner ça au bout du jour, votre master. Ouais, ça me rajeunit. Merci d'appeler ça un master, ça me rajeunit. Ouais. Et ensuite, vous postulez à Paris, vous rejoignez le master JAI, juriste d'affaires internationales de l'université Paris 5, Paris Descartes, et ensuite, vous faites un an de césure, vous travaillez chez Clifford, puis chez Linklaters. Vous passez le barreau et en parallèle de ça, vous êtes admis sur titre, donc vous avez les concours de l'ESSEC et vous êtes diplômé de l'ESSEC et vous avez le CRFPA, tout ça en même temps. Et en plus de ça, j'ai même oublié, vous avez validé pendant cette période-là un master en droit financier à Sorbonne. Rien que ça. Exactement, bonne mémoire. C'est quasiment informatique, c'est quasi informatique, bravo. Quand on ne voit pas, il faut bien qu'on ait au moins quelques qualités. Ouais, je ne passerai pas permis, mais effectivement, vous avez une sacrée mémoire. Ok, alors du coup, vous allez un peu nous raconter ça, parce que vous me disiez en préambule que vous n'aviez pas voulu devenir avocat dès le départ, mais qu'à la base, vous vouliez faire des langues. Ouais, c'était une aspiration familiale, quasi personnelle, avec sans doute derrière un débouché un peu d'enseignement. Je pense qu'on a tous voulu enseigner dans la famille à un moment ou à un autre les langues. Et puis j'avoue que c'était un peu un choix de facilité de repli quand j'étais au lycée. Et ma mère m'a dit, elle a été avisée, je le mesure aujourd'hui, comme quoi le destin tient à pas grand-chose. Elle m'a dit, tu devrais voir un conseiller d'information parce que tu n'as jamais vraiment testé tes choix et tu n'es même pas sûr que tu as vraiment envie de faire des langues. Et puis j'ai découvert cette formation que vous avez décrite à Grenoble, qui était organisée en partenariat entre deux universités. Alors je sais qu'elles ont toutes fusionné maintenant, mais c'était les langues et les sciences sociales qui s'étaient rapprochées pour qu'on ait ce double diplôme de juriste trilingue d'affaires. Alors c'était un petit peu pompeux, mais moi ça m'a permis en tout cas de me dire je fais un peu ce que j'aime et je ménage mon avenir. Désolé au passage pour tous les étudiants qui ne font que des langues. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Et ça m'a permis surtout de partir en Erasmus, effectivement à Berlin, qui a été un petit peu un point charnière dans ma carrière et qui m'a amené finalement à Paris, puisque c'est ça qui m'a emmené vers mon Master 2 de droit international des affaires, le JAI, effectivement. Et comme on se le disait tout à l'heure, effectivement, c'est à ce moment-là aussi qu'en arrivant à Paris, j'ai découvert un nouveau bouillonnement, un nouvel horizon,
des gens que j'aurais sans doute jamais côtoyés à Grenoble, en tout cas avec plein d'horizons différents, parce qu'on avait en cours, on s'est tout de suite confronté à des gens qui avaient fait Sciences Po. Moi, je ne savais même pas ce que c'était que Sciences Po à l'époque, je débarquais à Paris, j'avais 22 ans. Et tout ça a fait naître en moi des nouvelles idées, des nouvelles envies, aussi sans doute des nouvelles ambitions. Je me suis dit effectivement, le mieux c'est quand même de se confronter assez rapidement au terrain. J'ai eu la chance, bien que ne venant pas de grande fac parisienne, de pouvoir faire des stages dans des grands cabinets anglo-saxons. Et ça a généré en moi ce manque et cette envie sans doute de faire une école de commerce. Donc j'ai réussi à intégrer l'ESSEC en admission sur titre, programme grande école. En parallèle, j'ai fait l'ESB, effectivement un autre Master 2 à Panthéon-Sorbonne. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'effectivement a commencé mon parcours chez Jeantet. Puisque c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'équipe de M&A de Jeantet, et en particulier l'équipe de Philippe Portier à l'époque, dans laquelle j'avais déjà fait un stage à l'été 2007, et au sein de laquelle je suis revenu fin 2008, début 2009, pour un stage final, puis une collaboration, toujours en ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse Corporate Finance M&A. Ça devait être en plus une grande époque pour rejoindre le cabinet. Alors c'était très particulier parce que le cabinet, mais comme beaucoup de cabinets, était déjà un petit peu secoué à l'époque. Moi j'avais assisté, alors, il y a eu la crise financière, il y avait eu des mouvements, il y a eu beaucoup de mouvements d'associés moi, au moment où je l'ai intégré, avec la création de spin-off de nouveaux cabinets, donc c'était très particulier. Et c'est sans faire de prosélytisme trop poussé, c'est ce qui m'a plu à l'époque, c'est que collectivement, je trouve entre 2009 et 2012-13, on avait ici tous trouvé la capacité de se relever collectivement en fait, alors que beaucoup disaient que Jeantet c'était plus qu'un nom poussiéreux. Je trouvais que déjà à l'époque il y avait eu cet élan qui avait permis de reconstituer des équipes. C'est ce qui me surprend toujours, mais agréablement chez Jeantet, mais aussi sans doute chez d'autres cabinets, c'est cette capacité toujours à se régénérer et à attirer de nouveaux talents en fait. Tel le phénix, Jeantet est revenu de ses cendres. C'est souvent la comparaison, la métaphore qui était tirée pour Jeantet, un peu un phénix. Mais c'est vrai que c'est un cabinet qui a souvent réussi à faire appel à du sang nouveau, quoi. Et alors du coup, ça m'intéresse particulièrement. Comment on fait? Donc en 2008-2009, beaucoup de mouvements, crise financière, le cabinet perd un peu de sa superbe. Certains le targuent même, selon ce que vous me dites, de cabinet avec un nom poussiéreux, donc il ne reste plus que ça. Ouais. Comment on fait finalement pour reconstituer un noyau solide et permettre justement au cabinet de retrouver de sa superbe? Moi, je trouvais qu'à l'époque, c'est d'ailleurs moi si je reparle de moi en parlant de moi avant de reparler de Jeantet, ce qui m'a poussé à choisir Jeantet et à m'y accrocher, c'est que je trouvais qu'il y avait une indépendance et un ADN que je retrouve encore aujourd'hui. Il y avait une sorte de culture d'entrepreneuriat et d'excellence. Et moi, je me suis dit en 2009, je me souviens que j'avais une offre de collaboration dans un autre cabinet, un cabinet anglo-saxon que je ne citerai pas, et que j'avais refusé, elle était mieux payée même, et j'avais refusé en me disant, quand tu commences ta vie professionnelle, tu dois avant tout acheter une formation en fait, tu dois te repayer une formation. Et quand je suis venu chez Jeantet, c'est ce que j'ai vu dès le départ, dès mon premier stage de 2007. Et au moment de choisir ma collaboration, c'est ce que j'ai retrouvé. C'est la question que je me suis posée, c'est la réponse que j'ai eue en me disant tu optes pour une formation. Et donc pour répondre, le chemin était un peu long, mais à votre question, je trouve qu'il y a toujours eu cette approche très traditionnelle, scientifique, mais aussi empreinte de modernité. Moi, on m'a toujours dit à l'extérieur, Jeantet, c'est une très bonne école, c'est une très bonne formation, et je le retrouve aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui nous a tous soudés et qui a soudé tous les associés, les associés que moi j'ai connus entre mon arrivée en 2009 et là mon retour cette année. Il y en a beaucoup, c'est les mêmes, notamment en M&A. Mais je trouve qu'ils ont cette base commune de tradition scientifique, d'excellence, d'aller toujours faire du droit. Je ne dis pas que certains n'en font pas, mais en tout cas, il y a un vrai challenge à se poser des questions. Et je pense que c'est ça qui nous a tenus à l'époque. Et c'est d'ailleurs, quand vous regardez les recrutements, c'est un peu ça le fil commun chez Jeantet. En fait. Donc finalement, cette haute technicité, cette volonté de l'excellence et cet objectif, ou en tout cas cet ADN de transmission,
Mais alors, je vais peut-être être un peu provocateur, mais vous allez me répondre de façon franche. C'est ce que disent tous les avocats. Derrière, je ne sais pas qui est parti en 2009, tel que vous êtes en train de le décrire, mais je suppose que ces avocats-là, étant donné qu'ils étaient venus chez Jeantet, avaient aussi cet ADN. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, a fait de plus pour que ce cabinet se relève? Qu'est-ce qui fait finalement qu'on s'est redressé et qu'on a dit, allez, on y retourne, on y va? Déjà, c'est une petite partie d'avocats qui est partie, donc c'est quand même le cabinet qui est resté, hein, le tronc, la moelle épinière est restée. Et je pense qu'il y avait il y avait un aspect générationnel. Il y a beaucoup d'avocats qui avaient commencé en même temps chez Jeantet, donc qui ont continué leur carrière en même temps. Et on le voit dans des cabinets, ceux qui arrivent à être multigénérationnels, c'est parce que on arrive systématiquement, je ne sais pas moi, tous les 10-15 ans à se renouveler. Ça, c'était une des grandes forces de Jeantet. Ce qui est primordial. Ce qui est primordial, et tous n'y arrivent pas. Ça, pour le coup, je trouve que tous n'y arrivent pas. C'est vrai. Ici, on est, si vous comptez, on est peut-être à la 6e, 7e génération pour un cabinet centenaire. Et du coup, je pense que c'est ça en fait. Les gens se sont retrouvés entre eux, quand bien même certains avaient quitté la famille entre guillemets. On a réussi à se recentrer entre nous. Et quand je dis on, je pense surtout aux associés de l'époque qui ont porté le projet avec brio. Et à chaque fois, en allant sans s'ostraciser, rechercher des perfusions de sang nouveaux, des gens nouveaux à droite à gauche. Et pour moi, la meilleure preuve que ça marche, c'est que le cabinet attire régulièrement encore des talents, des gens en latéral, comme on dit. Ça continue à grandir comme ça. C'est que c'est une excellente chose, c'est que la marque employeur est très très bien travaillée. Je pense. Voilà. Très clair. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des missions que vous avez eues en arrivant en 2009 et un petit peu de votre évolution en termes de rôle au sein de la structure? Au début, quand on arrive, on dit beaucoup qu'un stagiaire va s'occuper de la recherche, il va être sur des dossiers, mais il va avoir des parcelles de dossiers, rarement des dossiers de façon globale. A posteriori, lorsqu'on devient collaborateur, on commence à avoir plus de responsabilités. Mais est-ce que derrière, vous pourriez nous donner un petit peu des exemples concrets et si vous arriviez à schématiser quelques évolutions de 2009 à aujourd'hui? Alors moi, c'était l'un des éléments, c'était l'un des critères de mon choix, c'est que je trouve que chez Jeantet, on m'a rapidement autonomisé et on autonomise rapidement les gens. Alors c'est peut-être propre à Jeantet, mais c'est peut-être plus généralement propre à la culture des cabinets français, où j'étais pas cantonné dans du monotâche. Moi, j'avais très peur, et c'était un peu ma crainte au début, venant de quelques cabinets anglo-saxons, d'être rapidement très spécialisé, hyper spécialisé. Alors à l'époque, c'était l'essor du private equity, du LBO avant la crise des subprimes. Et j'avais des amis de l'époque, jeunes collaborateurs, qui ne faisaient que de la due deal toute la journée. Et moi, ce que j'ai aimé ici, c'est que justement, on pouvait toucher un peu à tout. Tout en restant naturellement dans le M&A, qui est déjà une spécialité dans la spécialité. Mais moi, j'ai fait un petit peu de capital market quand j'ai commencé, j'ai fait du transactionnel, donc du M&A industriel et aussi un peu de LBO. Et avec une montée en charge que j'ai trouvée beaucoup plus progressive que dans des cabinets anglo-saxons ou des plus grands cabinets où je trouvais que certains collaborateurs ne progressaient pas aussi vite que d'autres. Moi, j'ai vite eu plein de responsabilités et surtout, ce qui a été formateur, c'est que moi, j'ai vu des jeunes associés chez Jeantet devenir associés, donc j'ai un peu pris leur exemple et on m'a vite mis entre les mains des clients, ou en tout cas dans la fosse au lion des clients. Et du coup, j'ai vite compris ce que ça voulait dire d'avoir une relation maîtrisée avec un client, savoir ce qu'il faut lui dire, savoir ce qu'il faut filtrer, savoir comment on fait passer des messages positifs. Alors même que parfois il y a des événements, des éléments sur des dossiers dont on n'a pas envie de parler aux clients, mais du coup j'ai vite été confronté à la fois au fait de devoir gérer les attentes des clients et gérer le discours que je devais avoir avec eux, et en interne une progression sur mon avancement et sur ma seniorité qui à mon sens a été assez rapide. Je me suis vite retrouvé milieu des années 2010 à gérer même tout seul des dossiers. Alors l'associé n'est jamais vraiment loin, mais en tout cas j'avais l'impression d'être hands-on complètement, comme on dit. Et c'est ça que je soupçonnais au début
Et c'est ça que j'ai retrouvé, qui m'a été confirmé dans ma carrière chez Jeantet. Très clair. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, au bout de 2 ans ou même 1 an et demi, vous étiez déjà en front face aux clients et que vous puissiez foncer. Parfait. Ouais, tout à fait. Et en termes de développement de clientèle perso, maître, est-ce que vous avez immédiatement travaillé cette clientèle perso? C'est quoi un peu votre regard par rapport à ça? Parce que je sais qu'en M&A, en financement, en projet, en arbitrage, c'est quand même compliqué pour un jeune collaborateur d'aller chercher des dossiers, bien que certains y arrivent, mais en tout cas c'est compliqué parce qu'on n'a pas les bras pour traiter. Ouais, alors j'ai pas de. Alors pour répondre à votre question, la première, oui, j'ai commencé très très tôt et enfin, j'invite tout le monde à le faire. Hein, Ouais. Pourquoi? Alors ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est un super laboratoire d'apprentissage. Parce que moi j'ai fait des erreurs, alors heureusement jamais graves, même pas des erreurs sur le fond, mais parfois des erreurs de communication. Il y a des fois où je me suis mal vendu, donc j'ai travaillé beaucoup trop pour le retour que j'en ai eu finalement. Et tout ça finalement, je trouve que c'est des apprentissages qu'il faudrait avoir dès le départ. L'aspect développement de carrière, développement d'affaires, développement personnel, ça passe énormément par la clientèle perso. Quand vous êtes un jeune avocat en M&A, c'est clair que vous n'allez pas avoir un dossier de M&A, mais le simple fait de devoir constituer une société ou alors ce qui est à la mode aujourd'hui, faire une petite levée de fonds pour des amis sur des montants même qui peuvent paraître même anecdotiques, la responsabilité et le stress, il est le même que sur un gros dossier en fait. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une façon d'être confronté à soi-même, c'est-à-dire de prendre soi-même ses décisions et de devoir les assumer, parce que c'est les moments où vous êtes lâché seul face aux clients. Et donc, ouais, pour répondre à votre question, je pense effectivement il faut commencer très tôt. En tout cas, moi, je me félicite entre guillemets d'avoir commencé très tôt, même si c'était pour des petits dossiers, des petits montants, c'était toujours enrichissant. Et alors sur la façon dont je le conçois et la façon dont j'arrive à développer des clients, là-dessus, enfin moi j'ai pas de méthode miracle, je trouve. Il n'y en a pas de toute façon. Il n'y en a pas. Ça vient un peu de n'importe où. On m'a dit ça quand j'ai commencé. Moi, je pensais que c'était un peu une formule de style qu'on allait me donner pour me rassurer en me tapant sur le dos en me disant petit, ça viendra. Et en fait, c'est vrai. C'est complètement vrai. Il y a des gens qui parfois avaient des intérêts contradictoires sur certains dossiers avec d'autres membres de votre équipe ou avec votre cabinet et qui finalement, une fois que vous avez changé ou que vous avez grandi, vous rappellent. Il y a des gens qui pensent à vous parce que vous avez écrit un article ou parce que vous faites un podcast et d'un coup ça vient. Il y a aussi une part hyper importante relationnelle. On est des techniciens mais on est aussi avant tout dans l'humain. Il y a moi, j'ai jamais acheté de la prestation juridique. Il faudrait peut-être que je le fasse un jour pour savoir exactement mieux m'auditer et mieux comprendre ce que sont les comportements des clients. Mais je trouve vous n'aurez pas le même que les autres, ça n'a pas d'intérêt. Parce que vous comporterez jamais comme une cible que vous pouvez avoir. Parce que derrière, vous n'êtes pas profane, vous n'avez pas les mêmes intérêts économiques ni les mêmes opérations. Oui. Mais il faudrait que je trouve un parallèle peut-être. Comment je trouve mon notaire, je ne sais pas. C'est hyper complexe. Mais je pense quand même que l'humain joue une part énorme. Les critères émotionnels sont super importants. Et c'est plus une question d'incarner, d'inspirer que de réellement réaliser. Je pense que le niveau de technicité, quand on est dans des grands cabinets d'avocats, on y arrive tous fatalement au bout d'un moment, à 10 et quelques années d'expérience, on est tous capables de gérer un dossier et de répondre aux attentes de nos clients. Alors après, il y a toujours des avocats plus fulgurants que d'autres, mais globalement, je trouve qu'en technicité, on se tient tous à peu près dans la même moyenne. Après, je trouve que la différence, c'est l'humain. Et c'est là-dessus, et je reviens à ce que je disais au début, c'est pour ça que je pense qu'il faut s'y exercer très vite, et très vite se confronter, entre guillemets, à ses clients perso. Et voilà, moi, je continue à le faire, parce que je ne suis pas associé, donc j'ai un volant de clients perso à côté, comme on dit. Et je trouve que c'est une super école. Et puis vos clients perso, parfois, c'est des petits torrents qui peuvent faire de grosses rivières à la fin. Vous pouvez suivre leur développement et puis ça peut faire des super clients une fois que votre carrière d'associé est lancée en fait. C'est clair. Alors nous, on a souvent des points de friction entre gros guillemets bien sûr, avec des collaborateurs, notamment de jeunes collaborateurs avec lesquels on discute. Et en fait, ils nous expliquent qu'avant finalement de prendre la clientèle perso, en première, deuxième ou troisième année, ils disent non déjà je dois me former et après j'irai chercher de la clientèle personnelle. Et nous, on est vraiment convaincus que dès le premier jour où on prête serment, on rejoint un cabinet d'avocats, il est nécessaire de faire cet effort pour aller chercher de la clientèle personnelle.
Parce que outre l'aspect financier de l'opération qui va pouvoir être réalisée, c'est aussi la possibilité d'avancer sur un fil, mais sans filet. Et par ce moyen-là, on devient déjà plus débrouillard, parce que nécessairement on ne sait pas tout faire au départ. On évite de grosses difficultés, parce qu'on ne va pas prendre non plus n'importe quoi comme dos. Et derrière, on apprend beaucoup plus vite. Et des fois, c'est vrai qu'on est confronté à cette incompréhension de la part de certains jeunes collaborateurs par rapport à ces questions-là. Et du coup, j'aime beaucoup votre témoignage, parce qu'il va absolument dans le sens de ce qu'on raconte. Et puis je pense qu'il ne faut pas... surtout quand on est dans des grands cabinets, il ne faut pas se faire un mythe de l'exercice solitaire. Même si on est sur ses dossiers perso, on est toujours en équipe. Moi, j'ai eu des questions, j'ai eu des moments de doute absolu, précisément parce que j'avais pris des dossiers alors que j'étais tout petit. Et aujourd'hui encore, j'ai plein de questions. Quand vous êtes dans un grand cabinet, normalement, votre associé, si vous l'avez bien choisi, si vous êtes bien tombé, il vous aidera même pour vos dossiers perso. Donc, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que dès le premier jour, normalement, on est capable on est beaucoup plus capable que ce qu'on croit. Et si même à un moment, on a l'impression qu'on ne sait plus trop nager, on peut se faire aider. Oui, et puis on partage nos honoraires avec quelqu'un qui est plus expérimenté. Aussi, derrière, il n'y a aucune difficulté. Oui, bien sûr, aussi. Ouais, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on appelle le coût de l'apprentissage. Nous, quand on a pris nos premières missions de conseil en strat auprès de grands cabinets d'affaires, il y avait des choses qu'on ne savait pas faire. Parce que nécessairement, on n'a pas encore les cheveux gris, on n'a pas 30 ans d'expérience non plus, mais on a su s'entourer de certains grands noms, notamment François Mazon, qui est l'ancien directeur général de Capgemini. Quand on avait des missions relatives au management sur certains points particuliers relatifs au process, on l'appelait. On en appelait d'autres qui des fois nous prenaient quasiment toute la facturation qu'on arrivait à faire, mais c'était notre coût d'apprentissage. Et une fois qu'on l'avait vu, qu'on l'avait travaillé, qu'on était rentré en profondeur, qu'on avait refait l'exercice, finalement, on n'était pas aussi fort que lui, puisqu'on n'avait pas non plus tant d'expérience. Mais en tout cas, on atteignait 80% ou 90% de ce qui avait été fait, et ça nous permettait d'avancer de façon plus intelligente la prochaine fois. Non, je pense que ce que vous dites est parfaitement déclinable au métier d'avocat. Oui, je pense aussi. Et donc, ce qui m'interpelle un petit peu dans le discours qu'on vient d'avoir, c'est que vous m'avez dit que vous aviez encore aujourd'hui, en tant que counsel chez Jantet, une batterie ou en tout cas un volant de clients perso. J'ai une vraie question à vous poser par rapport à ça. L'objectif, vous me direz si je me trompe, c'est l'association chez Jantet, parce que vous êtes revenu au sein de ce cabinet d'avocats. Pourquoi vous conservez en fait cette clientèle personnelle et pourquoi vous n'allez pas vers l'apport de clientèle personnelle au cabinet? C'est une vraie question. Alors, mais elle est légitime. Alors, il y a un arbitrage financier, ratio temps et finances. C'est toujours mieux de tout facturer soi-même. Bien sûr. Après, il y a aussi une obligation et un engagement qui découle du contrat de collaboration qui est quand même de consacrer 90-95%, enfin en tout cas toute sa disponibilité intellectuelle à sa collaboration, ce qui est complètement légitime parce qu'on est payé. Donc c'est un peu cet arbitrage-là. Il y a aussi certains clients perso qui sont là pour des toutes petites missions, donc il y a un effet palier qu'on n'arrive pas encore à passer avec eux. Moi j'ai déjà été confronté très régulièrement au fait d'apporter à la structure des clients perso à moi qui avaient pris tellement d'importance que c'était le bon moment de les faire grandir avec moi au sein de la structure, toujours dans un objectif à moyen court terme de devenir associé. Et puis il y a aussi ce qu'on se disait avant, c'est que comme il y a beaucoup d'humains dans les relations que vous avez avec vos clients, entre guillemets, vous vous en débarrassez pas. Moi, quand un de mes clients revient me voir, je dis toujours oui et je le dis avec plaisir parce que il y a un côté sans doute, ça flatte énormément l'orgueil sans doute d'être appelé. Et puis après, il y a aussi plein de bons moments avec ses clients. Il y a des moments de travail, il y a des moments de remise en question, il y a des moments difficiles. Mais moi, quand un client vient me voir, a priori, je suis plutôt content et je me dis que c'est le début d'une nouvelle aventure. Moi, j'ai des clients qui sont là avec moi depuis quasiment mes débuts, en fait. Et donc, pour répondre à votre question, tant qu'ils me rappellent, je reste avec eux. Très clair. Vous restez combien de temps chez Jantet avant de rejoindre Pelletier-Juvigny ? Je suis resté 9 ans en collaboration. 9 ans. Un tout petit peu moins de 9 ans, Et alors, du coup, pourquoi vous décidez de partir ? Alors, c'était un mouvement d'équipe. On avait un projet commun. À l'époque, je travaillais beaucoup avec Nicolas Partouche, qui avait une activité restructuring et M&A, qui a beaucoup contribué aussi à ma venue chez Jantet à l'époque, et que j'avais suivi parce que j'aimais l'impulsion qu'il donnait, son aura naturelle et la capacité qu'il insufflait en moi à me surpasser. Il m'a beaucoup aidé dans la profession à croire en moi.
Et du coup, je trouvais ça assez naturel de le suivre. On avait quand même une connivence dans le projet entrepreneurial qu'on voulait mener à l'époque. Et c'était quoi ce projet ? Alors pour moi, c'était à terme de devenir associé à ses côtés. Et le projet, c'était de rejoindre une autre structure pour avoir à la fois une activité, une palette d'activités assez large, hein, avec du restructuring, du M&A, un peu de financement, essayer de créer des synergies entre les clients et de les satisfaire le plus possible sur toutes les palettes d'activités qu'on pouvait présenter tous les deux. Et comment ça se passe quand vous décidez de partir du coup avec Maître Partouche ? Est-ce que Jeantet essaye de vous retenir ? Est-ce qu'ils essayent de faire une contre-offre ? Ou est-ce que finalement votre choix était déjà fait et que vous étiez déjà ailleurs ? Non, ça a été, il y a eu beaucoup de sentiments forcément à l'époque, parce que j'avais passé quasiment 10 ans chez Jeantet, mais non, il n'y a pas eu de... C'était un projet commun, donc au moment où nous on décide, en plus collectivement, hein, c'était une démission collective, hein, comme quand une équipe part ensemble, c'était fait. Enfin, je veux dire, il y avait plus rien à faire, et ça les cabinets le comprennent. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On avait réfléchi, travaillé pendant des mois à cette nouvelle arrivée dans ce nouveau cabinet. Donc, très clair. Donc non, à ce moment-là, on part, quoi. Donc là, toute l'équipe démissionne. Vous rejoignez derrière Pelletier-Juvigny, qui s'appelle aujourd'hui Pelletier-Juvigny-Marpeau. Exactement. Et là, vous devez finalement, vous créez un département ou vous rejoignez un département ? Je rejoins un département, celui de Benoît que vous avez interrogé, co-animé par Benoît, Frédéric. Et alors du coup, comment ça se passe l'intégration dans une nouvelle équipe ? Parce que vous êtes entre guillemets un bébé Jeantet, vous arrivez dans un cabinet qui a un autre mode de fonctionnement que le vôtre aujourd'hui. Comment ça se passe l'intégration ? Alors, c'est marrant parce que vous dites bébé Jeantet, ça c'est intéressant. Effectivement, moi j'avais pas, à l'exception des stages, mais c'était déjà vieux, j'étais un peu monoculture. J'avais la culture Jeantet, que je suis très content de retrouver aujourd'hui, mais à l'époque c'est vrai que ça me collait un peu à la peau. Et alors je suis resté 2 ans et demi là-bas. Et je crois que même encore aujourd'hui, on nous a toujours appelés les ex-Jeantais là-bas. Donc il y avait vraiment un mix à faire, alors que lui-même, ce cabinet, Pelletier-Juvigny, ne connaissait que des cabinets d'autres structures. Hein. Maintenant, puisque le cabinet a quelques années, il y a des avocats qui ont commencé et fait toute leur carrière là-bas. Mais pour autant, moi, quand j'y suis arrivé en 2018, on était encore tous de cultures différentes. Et ça se sentait un peu quand je suis arrivé. On arrivait tous avec peut-être nos gros pas, nos modes de fonctionnement tous différents. Et puis pour nous, c'était aussi un peu un choc des cultures, parce que le cabinet était beaucoup plus entrepreneurial, beaucoup plus petit que Jeantet. Et donc il y a eu un temps d'adaptation assez conséquent. Parce que Benoît, lui, venait de CVML, c'est ça ? Exactement, oui. Okay. Ouais. Qui s'appelait encore Coty, je crois, à l'époque. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est qui s'occupe de l'harmonisation comme ça ? Parce qu'on ne peut pas conserver des équipes avec un background si particulier, qui conservent leur méthode, etc. Finalement, l'objectif, quand on réunit des cabinets d'avocats, même si vous restez des indépendants et qu'il y a 30 avocats et 30 entreprises différentes. Derrière, l'objectif, c'est vraiment de créer des synergies, de rapprocher les équipes, d'harmoniser les process pour que finalement, on puisse tirer le meilleur de chaque pépite qui est présent pour que ça participe finalement à un effort collectif qui se place en dessous d'un nom qui était à l'époque Pelletier-Juvigny et qui est aujourd'hui Pelletier-Juvigny-Marpeau. Comment on fait en fait ? Qui s'est occupé de ça ? Alors, je ne peux pas parler à leur place, naturellement, mais je crois que c'était une tâche collective, en fait, avec un sentiment d'appartenance très fort. Sans doute renforcé par la taille de la structure et puis par le fait que l'ADN commun dans ce type de cabinet et en particulier chez Pelletier-Juvigny-Marpeau, c'est l'entrepreneuriat en fait. Tout le monde se sent investi d'une démarche entrepreneuriale au sein de la structure commune. C'est un peu, j'ai l'impression, le bébé de tout le monde en fait. Et du coup, pour répondre à votre question, la culture s'uniformise et moi-même, on se sent tous investis de cette mission parce que c'est une structure très entrepreneuriale. Avec des liens très courts, des liens très resserrés entre associés collaborateurs. Voilà. Et c'était quoi la vision du coup de ce cabinet par rapport à celle de Jeantet ? Alors ils sont naturellement, pour moi, selon ma vision à moi, encore très challenger, même si en quelques années ils ont réussi à établir une image de marque et une réputation aujourd'hui qui est très enviable. Ils sont encore en conquête. C'est la principale différence, je trouve, avec un cabinet comme Jeantet, qui est beaucoup plus établi, dont on doit plutôt, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure,
parfois corriger l'image. Et je trouve que le timing en ce moment est bien géré là-dessus, plutôt que Pelletier, Juvigny, Marpeau, qui est encore à écrire sur une feuille blanche, tracer sa route en fait. Ils sont en train de tracer leur sillon, alors qu'ici on a déjà une communication, une image très ancrée, très établie, qu'il faut justement veiller à faire tomber au bon endroit et à ce qu'elle puisse être en adéquation avec les attentes du marché d'aujourd'hui en fait. Très clair. Donc c'est l'enjeu de récupérer une page déjà écrite versus un brouillon en fait, mais les deux défis sont super intéressants. Oui, j'entends bien. Ok. Et donc vous restez 2 ans chez Pelletier, Juvigny, Marpeau. Comment se passent ces 2 ans? Est-ce que vous évoluez, vous apprenez autre chose, vous voyez autre chose? Alors j'ai évolué dans la mesure où j'y suis devenu counsel. Donc ça c'était vraiment une étape de confiance, une confiance qui m'était témoignée par les associés là-bas. J'ai évolué automatiquement dans la mesure où les avocats chez Pelletier, Juvigny, Marpeau sont beaucoup plus jeunes, il y a beaucoup moins de seniorité. Moi, je me suis retrouvé à être l'un des plus seniors parmi les collaborateurs, en devenant counsel d'ailleurs. Et donc, fatalement, j'étais beaucoup plus à encadrer, à transmettre dans les dossiers que je n'avais pu l'être chez Jeantet avec une seniorité qui était quand même plus élevée. Donc avec les avantages et les inconvénients que ça peut représenter naturellement. Mais naturellement, mon rôle a changé là-bas. Et puis il a évolué aussi au fil de l'eau, parce qu'un cabinet évolue perpétuellement. Le cabinet a accueilli une équipe en droit social pendant que j'y étais, donc il a aussi changé de dimension à cet égard-là. Et puis on avait aussi effectivement l'envie d'installer et de faire connaître la pratique M&A du cabinet, qui était déjà établie, mais pas aussi établie qu'elle pouvait l'être pour un Jeantet. Donc c'était un peu notre feuille de route en arrivant. Très clair. Et donc vous partez au bout de 2 ans pour rejoindre finalement combien de temps? Oui, 2 ans, okay. un peu plus de 2 ans. Vous partez au bout de 2 ans et vous rejoignez finalement le cabinet qui vous a vu arriver en tant que jeune avocat en 2009. Pourquoi et comment ça se passe un retour? Parce que j'en ai discuté avec Anne-Sophie Nourry qui est partenaire en restructuring chez Weil Gotshal. Et elle est partie chez BDGS avant de devenir associée chez Weil Gotshal. Et je voulais savoir quel était votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que c'est dur de rentrer finalement au bercail? Alors oui et non. Ça a un côté rassurant parce qu'on se dit quelque part, il me rappelle, c'est ce qui s'est passé. Moi j'avais très envie d'y aller, mais l'envie était partagée, donc je me suis dit j'ai déjà ça pour moi. Je vais dans un environnement où je suis attendu et où je suis connu. Il y a une sorte de côté un peu presque familial, surtout dans nos métiers. Donc ça c'était le côté qui me rassurait, qui me faisait envie. Et d'un autre côté, effectivement, un peu d'appréhension en me disant dans quelles conditions je reviens. Je ne reviens pas dans la même équipe, je ne reviens pas avec le même associé. Moi, j'ai un peu de vécu entre-temps, pas beaucoup, mais quand même, dans une carrière d'avocat. Donc, je ne vous cache pas qu'avant de revenir, moi, j'ai fait aussi quelques petites due deals. J'ai posé les questions là où il fallait pour être sûr que mon retour et mon arrivée étaient comprises. Cela étant, entre-temps, le cabinet a changé de locaux, il a changé de gouvernance. Les raisons qui font que moi, alors c'était collectif, mais les raisons qui font que j'ai quitté le cabinet en 2018, heureusement, j'ai envie de vous dire, je ne les ai pas retrouvées quand je reviens là en 2021. Parce que sinon ça aurait été complètement contre-productif et je pense que personne n'aurait été heureux. Moi, tout ça pour vous dire aussi que je reviens dans un cabinet où j'ai presque l'impression d'être un nouveau collaborateur en fait. Je connais, je pense, 60-70% des avocats qui sont ici de mon ancienne vie, mais pour autant j'ai quand même l'impression d'écrire une page nouvelle. Et puis je rejoins aussi l'équipe de Carlette de Sévelinge, qui n'est pas l'équipe dans laquelle je travaillais dans mon Jeantet acte 1. Donc c'est plein de choses mêlées. Je reviens dans un endroit où je suis très en confiance, où je connais plein de gens, et pour autant c'est quand même une nouvelle aventure. Nouveaux locaux, nouveaux modes de fonctionnement. Le cabinet a énormément changé, nouvelle gouvernance, il y a une dynamique qui a été insufflée que je n'avais pas connue avant. Et que je découvre au quotidien. Ça fait quelques semaines maintenant que je suis là. Et voilà, tout ça me fait dire que la réponse elle est un peu entre deux en fait. Il y a une grosse envie, il y avait un petit peu d'appréhension que j'ai dû chasser au début.
Et puis un capital confiance dont je bénéficie qui me permet d'avoir déjà de ne pas être un collaborateur complètement nouveau dans la structure. Vous n'êtes pas fait charrier en revenant? Si,